collègue. Merci Madame la Présidente, merci pour ces 2 heures-là d'échange très riches, très clairs. Je remercie vraiment tous les interlocuteurs pour la qualité de la présentation et dans laquelle évidemment nous nous sommes beaucoup retrouvés. Alors, pardon peut-être d'être long, donc je vais essayer d'être clair en tout cas. Pas vraiment de questions, mais des interventions sont des sujets qui font partie de mon exercice quotidien. Donc, évidemment, 2-3 points que je voudrais évoquer. Première chose, évidemment, on connaît les 2 problèmes. On a 2 problèmes. D'abord, on a un manque de moyens et il faudrait très vite éclaircir, alors est-ce que ça doit être par la loi peut-être, le qui fait quoi. On a un problème de moyens, on le sait, on a un problème de moyens humains. On a un problème de manque de professionnels de santé, on en connaît bien les causes, on écrase, on diminue même le numerus clausus, les numerus clausus dans les années 90, alors que dans cette même période, la France va passer de 54 millions d'habitants à 67 millions d'habitants, avec évidemment un 4e âge qui s'est développé, un 4e âge en milieu rural qui s'est énormément développé, qui vit plus longtemps et qui évidemment est très exigeant en demande de besoins de santé. C'est une des difficultés des médecins généralistes en milieu rural sur le plan chronophage. Donc un manque de professionnels de santé, ça chacun en a fait le constat. À un moment donné, comment prend-on les décisions politiques qui font qu'on va à un moment donné retrouver le nombre de professionnels de santé suffisant. Le président de la République a effectivement fait supprimer le numerus clausus à la fin du concours de première année de médecine. C'est une bonne chose. On imaginez le nombre d'étudiants en médecine motivés qu'on a sacrifiés avec le numerus clausus entre 1980 et 2017. Mais il n'y a pas que les étudiants en médecine qu'il faut évidemment penser et flécher. Je pense aux étudiants en kinésithérapie, insuffisants. Et donc, quand est-ce qu'on décide d'en bouger les quotas? Insuffisant aussi le nombre d'orthophonistes. Et aujourd'hui, la réponse en orthophoniste est la première réponse urgente après un AVC. Et donc, il faut, là encore, s'interroger sur quel est le plan en France pour que d'ici 2030, nous ayons assez de professionnels de santé partout. Moi, je rejoins évidemment tout de suite, parce qu'il faut le dire à un moment donné de notre matinée, je rejoins bien évidemment le professeur en disant sur le... on ne va pas imposer. Je crois que le pas de contrainte d'installation, c'est évident. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à un jeune médecin d'aller s'installer à Romorantin pendant tant de temps. S'il n'en a pas envie, il ne fera pas son exercice professionnel, aussi sympathique soit la Sologne, de la façon la plus adaptée possible. Par contre, qu'à un moment donné, on plafonne des installations, et c'est le cas des pharmacies depuis la loi de 1941, qu'on plafonne des installations par département si c'est le niveau de pertinence, je crois que ça peut être un des sujets de réflexion que l'on peut avoir sur le nombre de professionnels de santé qu'il faut par territoire avoir. Je vous rappelle aussi quand même, parce qu'on a parlé des hôpitaux, des centres hospitaliers, ça vaudrait le coup d'ailleurs d'en faire l'évaluation à un moment donné. Dans la loi hôpital, patient, santé, territoire d'août 2009, si je me souviens bien, portée par mon excellente consoeur Roselyne Bachelot, il y a décrit une garantie d'avoir un centre hospitalier à moins d'1 heure de tout habitant dans ce pays. J'aimerais bien qu'on puisse d'ailleurs le vérifier. Alors, manque de moyens humains, c'est certain. Manque de moyens financiers, oui. C'est là que ça fait le lien avec le qui fait quoi. Parce que, par exemple, beaucoup d'initiatives de bus, et moi je salue ces initiatives qui ont parfois été portées par des collectivités, parce qu'on sait très bien que les agences régionales de santé
maintenant ne mettent plus de moyens. Il n'y a plus de consultation itinérante, par exemple, en matière psy, parce que les ARS ont coupé les vivres à un moment donné. Mais le qui fait quoi? Vous savez qu'en France, la compétence santé n'est pas distribuée. On a un code de santé publique, heureusement. On a une autorité de santé publique. Les ARS, il y a sans doute beaucoup à dire sur les ARS, mais le contrôle, je prends l'exemple que je connais le mieux, une inspection de la pharmacie, elle ne peut dépendre que d'une ARS, elle ne va pas dépendre d'une collectivité. Parce qu'on a parlé beaucoup de transfert d'ARS éventuellement vers les conseils régionaux. Il y a quand même une autorité de santé publique qui doit rester, à un moment donné, maître de l'organisation de santé en France. Mais le qui fait quoi est malheureusement pas défini en matière de santé. Et donc, tant que ça ne sera pas défini, c'est qui paye quoi? Toujours la même question. Alors, les communautés de communes ont pris des initiatives sur des maisons de santé pluridisciplinaires. Les départements ont pris des initiatives. Tant mieux, mais par exemple, pour avoir porté dans le département dont j'étais le président encore il y a quelques semaines, un bus de consultation bucco-dentaire, c'est le coût est de 100 000 € rien que dans le fonctionnement, parce qu'il faut effectivement un praticien, ça c'est certain, du matériel, ça c'est certain, mais il faut aussi un chauffeur, il faut l'entretenir. Et donc, c'est le problème de la mobilité du milieu rural, c'est comment on amène l'offre de santé, l'accès aux soins, ce sont nos priorités, ça a été dit par quasiment tous les intervenants, l'offre de santé et les accès aux soins, partout. Alors, on a des choses qui fonctionnent. On a un maillage qui fonctionne, et donc c'est peut-être là-dessus qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on peut s'appuyer. Les PMI, alors ça, on sait que les PMI relèvent des conseils départementaux. Moi, je crois beaucoup au réseau des sages-femmes et maïeuticiens. Alors, je rajoute et maïeuticiens parce que nous sommes dans la délégation égalité hommes-femmes, Madame la Présidente, et il y a maintenant des hommes qui pratiquent, et donc... je ne sais pas si l'ordre a changé sa définition et que ça reste l'ordre des sages-femmes, mais il y a aussi des hommes qui pratiquent. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on développe ce réseau de sages-femmes et maïeuticiens en libéral, parce que c'est une vraie chance. Or, on en voit peu sur les territoires et on en fait, je pense, pas suffisamment la promotion. On a un outil qui est très fort. En tout cas, là encore, pardon de prendre l'exemple que je connaisse, mais quand je présidais le département de la Vienne, en ce qui concerne des collèges, nous avions mis des infirmières partout. Dans les collèges, nous avons affaire à la tranche 11-15 ans. Et évidemment, c'est une tranche particulière, notamment chez les collégiennes. Et là, il faut donner dans les collèges, partout sur le territoire, en hyper-ruralité, en montagne, parce qu'il y a des collèges partout, les moyens d'avoir des portes d'accès aux questions de santé. Et je pense que dans les collèges, les infirmières, il y a une confiance, il y a une proximité, il y a une liberté de parole. Là, on a une vraie chance. Et puis, partons d'insister sur les pharmacies, sujet où je travaille toujours depuis une trentaine d'années en milieu rural, mais on a un maillage des pharmacies par la loi de 41. Alors, juste pour la petite histoire, vous savez qu'il n'y a que deux lois de l'État français vichiste que nous condamnons tous, évidemment, qui ont été maintenues. C'est celle qui permet les licences 4 dans les bistrots et celle des licences des pharmacies. Alors, ça n'a aucun lien, à part que nous vendons de l'alcool dans les deux cas, mais cette loi-là a permis de maintenir un réseau d'officines partout. Même s'il y a aujourd'hui des tentations d'écraser des licences. Et là, je crois qu'il faut, c'était d'ailleurs notre collègue Marie-Pierre Richer de l'Indre est intervenue hier en question d'actualité. Vous savez que quand une officine est dépourvue de pharmaciens, eh bien, elle est automatiquement fermée et au bout de 72 heures, et sa licence est écrasée aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai drame pour les territoires ruraux, parce qu'ils perdent sans doute le dernier pont de santé qui existe. Et là encore, dans les propositions que nous ferons, parce que c'est un outil utile à la santé des femmes, ne jamais écraser une licence de pharmacie, toujours essayer de trouver. Il faut que les pharmacies
et les moyens d'être les acteurs de santé autres que dans la dispensation de médicaments. Alors, là encore, ça a été évoqué, une pièce de confidentialité, une pièce technique, c'est essentiel. Vaccination, on est capable de tout faire. Alors, je ne vois pas pourquoi on se limite aujourd'hui au vaccin grippe. Vacciner est évidemment un sujet sur lequel un pharmacien va pouvoir sans problème démultiplier un certain nombre d'actes pour apporter des réponses de santé. Voilà les quelques sujets. Il y a la question de la téléconsultation qui est un vrai sujet. Moi, je ne suis pas un défenseur des télécabines parce que il faut à un moment donné qu'il y ait l'humain dans un échange de souffrances ou de problèmes de santé, parce que des fois, évidemment, à la discussion, mais la téléconsultation, et que, voilà, qui est, un pharmacien peut être formé, une sage-femme peut être formée à mettre un lecteur d'échographe avec derrière, à distance, grâce au numérique, un spécialiste de l'échographie qui peut guider et qui peut apporter une réponse. Voilà quelques pistes, mais il faut se poser la question évidemment des moyens et du qui fait quoi pour apporter des réponses. Pardon d'avoir été très long, Madame la Présidente. Merci, chers collègues rapporteurs. Alors,